Je vais faire deux petits rappels. Le premier, c'est que je m'appelle Jean-Louis Rougeron et que je suis responsable à Amnesty International France de la commission LGBT. Nous allons reprendre nos travaux et avant de reprendre les travaux, je vais vous présenter les intervenants qui vont continuer le débat avec à ma gauche donc Isabelle Duhard qui est co-référente avec Stéphane Jarre au sein de l'association SOS Homophobie de la commission Écoute, qui regroupe la vingtaine d'écoutantes et d'écoutants bénévoles qui s'occupent de la ligne. La ligne d'écoute est une des activités de l'association SOS Homophobie. Je vous en donne le numéro, si vous ne le connaissez pas, c'est le 0810 108 135, numéro Azur avec le prix d'un appel local, ou bien le 01 48 06 42 41. La ligne d'écoute anonyme est destinée aux victimes ou aux témoins d'actes ou de discrimination homophobe. Vous pouvez retrouver les coordonnées de cette ligne d'écoute sur le site internet de SOS Homophobie en tapant www.sos-homophobie.org. SOS Homophobie est une association qui existe depuis 15 ans et qui est organisée en 3 pôles. Le pôle écoute et soutien, qui est matérialisé par la ligne d'écoute anonyme, par les réponses aux courriels ou encore par l'aide concrète apportée à des victimes qui, rompant l'anonymat, nous demandent donc à SOS Homophobie de les aider dans leur démarche. Le deuxième pôle, c'est le pôle prévention, notamment par les interventions en milieu scolaire et la formation pour adultes. Le troisième pôle, c'est le pôle action, avec notamment la rédaction du rapport annuel que tout le monde connaît, que vous présente Isabelle, sur l'homophobie, à partir de témoignages qui sont reçus. La deuxième personne intervenante, à ma droite, donc, c'est Jocelyne Fildard, qui a commencé son militantisme en 1977 en tant que monitrice bénévole en alphabétisation, auprès d'un groupe de femmes immigrées, ce qui l'a incité à rejoindre les féministes. En 1997, Jocelyne Fildard participe au Carrefour lesbien dans le cadre des Assises nationales pour le droit des femmes, organisées par le Collectif national pour les droits des femmes, le CNDF. Ce moment clé oriente son militantisme lesbien, féministe, puisque la même année, la coordination lesbienne en France, qui s'appelait alors la coordination lesbienne nationale, la mandate pour porter la visibilité lesbienne au sein et dans toutes les actions du CNDF. Membre de l'association CQFD Fierté lesbienne, elle est actuellement coprésidente de la coordination lesbienne en France, le CLF. Elle est aussi l'une des porte-paroles et interlocutrices qui nouent des partenariats avec le mouvement des femmes, le monde associatif, les politiques, diverses institutions et les pouvoirs publics. De même, en 1999, Jocelyne Fildard a participé à l'élaboration de la proposition de loi de la CLF pour lutter contre les comportements et discriminations sexistes, lesbophobes et homophobes. Elle a plus récemment collaboré à la rédaction de la proposition de loi cadre contre les violences faites aux femmes du CNDF, qui est déposée au Parlement. Membre au nom de la CLF du groupe de travail LGBT de la HALDE, elle participe aussi au conseil d'orientation de l'IEC. Le troisième intervenant, c'est Antonio Ugidos, qui est donc directeur du CRIPS Île-de-France, c'est-à-dire du Centre régional de ressources, d'information et de prévention sur le VIH-Sida. Le CRIPS est un centre ressources pour tous ceux et celles qui s'impliquent dans la prévention du sida, des IST, l'éducation à la vie affective et sexuelle, les drogues et les dépendances et les conduites à risque chez les jeunes. Il réalise de nombreuses publications et collabore avec l'association PIST pour le site internet vih.org. Et il participe également à l'édition des revues Transcriptase et SWAPS. Opérateur de projets originaux, le CRIPS organise des concours de scénarios
notamment 3000 scénarios contre un virus, scénarios sur la drogue, scénarios contre les discriminations et des concours de graphisme, notamment images contre le sida, drogue, plaisir, risque et dépendance, nous, les hommes et les femmes. Le CRIPS est au 33 avenue du Maine, à la Tour Montparnasse, dans le 15e. Le téléphone du CRIPS, c'est le 01 56 80 33 33. Nous allons maintenant aborder la suite de nos travaux avec, comme dans l'atelier précédent, des questions qui vont être posées, la même question qui va être posée aux trois intervenants. Les principales conséquences des discriminations dont nous avons parlé sur les modes de vie, le bien-être psychologique des personnes homo, bisexuelles, transgenres ou transsexuelles. Ces conséquences sont-elles similaires que l'on soit femme, homme ou trans? Tout ce que je vais vous dire s'appuie sur le rapport qu'on fait donc annuellement dans l'association, qui est le rapport donc sur l'homophobie. Ce rapport est téléchargeable gratuitement sur le site. Il est aussi achetable si vous préférez sa forme éditée. Et vous retrouvez l'adresse du site sur les cartes de visite qu'on a mis sur l'entrée si vous voulez le récupérer. Et l'association donc l'an dernier a publié également une étude que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, l'enquête sur la lesbophobie. Donc qui est surtout en fait sur ce qui s'est dit dans la première table ronde, qui étaient les différentes formes de discrimination. Donc cette étude voulait creuser, justement parce que on n'avait pas forcément de données sur la spécificité des femmes et des lesbiennes en matière de discrimination. Donc il y a eu cette étude qui a été faite. Elle aussi est téléchargeable sur le site. Donc n'hésitez pas à aller et à consulter cette étude. Elle avait été notamment faite parce que sur la ligne d'écoute, donc je vais partir, mon point de vue aujourd'hui, ça sera la ligne d'écoute, donc les témoignages qu'on peut recevoir de femmes et d'hommes. Et justement, donc le besoin de l'enquête, qui est une enquête militante, qui a été faite par des militantes et des militants de SOS. On avait besoin de données sur les femmes et les lesbiennes parce que sur la ligne d'écoute, en fait, on remarquait donc c'est constant sur les années d'exercice de la ligne, une vingtaine de % d'appels de femmes sur la ligne. Et donc on voulait savoir, en fait, en savoir plus par une enquête qui ne serait pas une enquête faite auprès de femmes qui appellent la ligne, mais d'enquête par questionnaire, en fait, des questionnaires qui ont été distribués donc à des femmes qui n'avaient pas forcément appelé la ligne pour savoir quelle forme avait pris dans leur vie la lesbophobie. Donc voilà, je vous renvoie sur cette étude si vous voulez aussi quelques point de vue en fait, qui est une somme en fait à partir des questionnaires qu'on avait ramassés sur le sujet. Alors sur les conséquences en fait, je vais être brève, sûrement schématique. Donc j'ai essayé de faire une petite liste. En fait, on a déjà le prisme de la ligne. N'oubliez pas, je vais vous parler de personnes qui nous appellent sur la ligne d'écoute. Donc des personnes qui se reconnaissent dans être victimes d'actes ou de violences ou de discrimination en lien avec l'orientation sexuelle, réelle ou supposée. Enfin, dans la première table ronde, on faisait effectivement allusion au fait qu'il y a des personnes qui sont hétérosexuelles, mais qui sont perçues par les autres comme homosexuelles, et dans certains cas, ils nous appellent aussi pour faire part des violences dont ils sont victimes. Le sujet de la table ronde, c'était aussi les personnes trans. Donc en fait depuis donc on a des appels en fait de trans sur la ligne et donc très peu nombreux. Peut-être que ça va se développer puisqu'on a étendu, donc c'est tout récent, ça a été officialisé ce week-end dans notre assemblée générale. On a étendu le champ de travail de SOS de l'orientation. Donc notre champ, c'est l'orientation, violence et discrimination en lien avec l'orientation sexuelle réelle ou supposée. Et nous avons ajouté l'identité de genre, donc pour pouvoir être plus actifs aux côtés des trans qui sont discriminés ou victimes de violences en raison de leur identité de genre. Voilà, c'est un long préambule. Donc, mais j'ai pas les remerciements à faire parce que cela a été fait par d'autres personnes. Alors les conséquences, en fait, on a des conséquences. Alors tout simplement des conséquences physiques, des conséquences matérielles, puisqu'on a aussi des personnes victimes d'agressions. Donc les séquelles, il y a des séquelles, il y a des pertes de revenus, les personnes victimes d'agressions. Alors on a hélas, je dirais là-dessus, il n'y a pas sur la ligne en fait, on a 20% de femmes qui appellent et on a 20% des victimes d'agressions physiques qui sont des femmes dans les témoignages qu'on reçoit donc d'agressions en lien avec l'orientation sexuelle. Donc des agressions, des séquelles. Donc au-delà du traumatisme sur lequel je vais revenir, il y a aussi un point de vue financier. Enfin, vous êtes en arrêt maladie, il y aura des conséquences aussi sur vos revenus.
tout un champ de conséquences des discriminations sur le champ social, le champ du mode de vie. Je pense que, peut-être le CRIPS reviendra plus en détail dessus, donc je vais pas aller beaucoup plus loin sur les adolescents, mais des difficultés chez les adolescentes et les adolescents, donc des témoignages qui nous ont fait sur la difficulté de s'insérer à l'école par les violences, les injures qui peuvent être aussi bien. Et là, on a des filles qui excluent les filles. On a des témoignages de filles qui injurient des filles lesbiennes ou des filles en questionnement sur leur sexualité. Problématique aussi du logement, du voisinage. Donc là, les conséquences des discriminations, c'est très dur. On va avoir des personnes qui vont nous dire on va vivre en reclus, on a peur de sortir, on a peur de nos voisins, on a peur des réactions que vont avoir nos voisins. Donc là-dessus, le logement, le voisinage est un thème fréquent d'appel sur la ligne. Sur le travail, alors effectivement, c'est notre premier thème de sollicitation en fait. Pour nous parler de violence ou de discrimination en lien avec le travail, c'est le premier sujet d'appel sur la ligne. Donc là, il y a effectivement beaucoup de conséquences. Ça peuvent être des conséquences matérielles, risque de perte d'emploi, ça peut être des conséquences de difficultés d'intégration, de violence au quotidien, de harcèlement. On a des conséquences forcément psychologiques, c'était dans la question d'emblée, donc j'ai préféré aussi mettre en avant les autres conséquences. Il y a des conséquences psychologiques, on va avoir donc dans les témoignages qui nous sont faits toute la gamme en fait de la tristesse au repli de soi, avec pour certains un fort sentiment d'isolement. Et en tant qu'écoutante, je pense qu'un des points, autant chez les hommes que chez les femmes qui nous appellent, et les quelques personnes trans, c'est ce sentiment d'isolement on se rend compte parfois qu'on est la première personne à qui cette femme ou cet homme ont fait part de leurs difficultés, des violences dont ils sont victimes, des discriminations dont ils sont victimes. Donc un très fort sentiment d'isolement porté, et je pense que Jocelyne reviendra sur la dimension d'invisibilité pour les femmes dans ce côté, avec peu de points de repère et une difficulté donc à sortir de cet isolement. Alors aussi un point, très rapidement, je peux pas détailler sur le fait que pour quelqu'un qui est victime donc d'une violence ou d'une discrimination, c'est rarement la première fois. Il y a une dimension en fait dans les violences ou les discriminations faites en relation avec l'orientation sexuelle, une sorte de finalement répétition. Quelqu'un va avoir un problème dans son travail, ou quelqu'une va avoir un problème dans son travail, ça va lui rappeler les difficultés d'intégration à l'école, avec peut-être une sorte de mécanisme de répétition des injures, des difficultés. Et donc finalement la perception par ces personnes que l'homophobie, que ce soit lesbophobie ou gayphobie, plus généralement, l'homophobie est une sorte de harcèlement permanent, puisque tout autour, finalement, rappelle la spécificité des personnes. Et sur les témoignages sur la ligne, en fait, même quand c'est une insulte qui n'est pas adressée à la personne, mais le fait que dans notre vocabulaire, par exemple, une imprimante qui marche pas, c'est une imprimante de PD, une machine qui veut pas démarrer, c'est une voiture de pédale. Mais toute cette répétition, en fait, des injures, pas directement adressées aux personnes, ça fait écho. Ça participe de cette impression d'être toujours différent. Donc, les personnes ne rentrent pas forcément sur la ligne. Donc, je veux pas interpréter ce qu'elles vont nous dire. Les personnes ne rentrent pas forcément dans le détail de leur ressenti ou des résonances que cela peut avoir. On n'est pas une ligne d'aide psychologique. On peut être là pour écouter la personne, pour la soutenir. Les personnes ne nous perçoivent pas forcément comme une ligne où elles vont parler de leur ressenti. Donc, il y a des personnes qui appellent pour témoigner aussi. Donc, on n'a pas toute l'ampleur de la résonance intérieure que peut avoir leur témoignage. Donc j'invite effectivement des chercheurs et des chercheuses à continuer sur ce sujet. Nous, on serait, en tant qu'association de terrain, on n'a pas forcément le temps et les compétences pour prendre du recul sur tous les témoignages que l'on a. Et donc, si des personnes veulent venir, vous êtes vraiment les bienvenus pour exploiter davantage nos retours sur cela. Donc très rapidement aussi, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de rejet de soi-même, avec parfois le renoncement finalement à une vie affective. On a des témoignages de personnes très isolées, des femmes comme des hommes, qui peuvent nous dire avoir renoncé en fait à une vie affective parce que c'est trop compliqué. Et il y a aussi des témoignages, et je dirais comme conséquence des discriminations, il y a aussi une partie des personnes qui réagissent par la colère et la mobilisation. L'envie de faire changer les choses, l'envie de sortir de cette spirale de répétition. Mon intervention va s'appuyer sur les travaux de la coordination lesbienne en France et sur notamment un colloque que nous avons fait en 2007
invisibilité et visibilité des lesbiennes à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, la coordination lesbienne, c'est un collectif d'associations non mixtes, lesbiennes féministes, qui est réparti sur le territoire français. Alors, ce que je veux dire des choses qui, en fait, ont été déjà abordées dans la première table ronde, et en fait, ça confirmera que les recherches sont en bonne connexion avec le travail de terrain. Alors, tout d'abord, permettez à la militante féministe que je suis de reformuler la question pour dire quelles sont les conséquences de ces discriminations sur les modes de vie, le bien-être psychologique des personnes qui refusent de s'inscrire dans le rôle qui leur est, entre guillemets, naturellement assigné en raison de leur sexe. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Bon. Alors, je vais vous parler d'elles, de ces femmes qui aiment les femmes, des femmes homosexuelles, des lesbiennes. Alors, je mettrai tout sous le vocable lesbienne. Nous savons qu'il y a des homosexualités, mais je parlerai des lesbiennes. C'est-à-dire de celles qui ont une sexualité indépendante, complètement ou partiellement indépendante des hommes. Alors, l'évidence criante est que les discriminations, et violences aussi, que vivent ces insolentes, discriminations et violences que nous nommons, nous, lesbophobie, sont une conséquence de la culture patriarcale, culture hétérosexiste et hétérocentrée, dont découlent les rapports sociaux de sexe, ce qui explique qu'une grande proportion de lesbiennes ont des difficultés pour exister au grand jour. Alors, ça peut être considéré comme un mode de résistance, mais souvent, c'est une façon de se protéger des discriminations, des violences, du rejet des mots que leur choix ou mode de vie implique. Alors, cette invisibilité, vous voyez les lapsus, on dit ce qu'on voudrait voir, cette invisibilité est très complexe. D'une part, elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui invisibilise. Elle est un moyen de répression, de négation d'un possible sexuel entre femmes, d'une culture, d'une histoire qui transgresse le fait hétérosexuel, qui est pensé en grande majorité de la population comme le fait de nature, la norme qui établit que d'être femme, c'est un destin biologique dont découle le destin social, sexuel et affectif. Alors tout cela étant bien entendu lié à l'obligation de procréation, mais implicitant procréation que ce soit en aimant un homme. Alors, face à cette invisibilisation répressive venant d'une frange de la société, on a de l'autre côté une invisibilité autocensure. Donc ce que nous appelons, nous, lesbophobie intériorisée, qui quelque part est une sorte de protection quasi obligatoire pour certaines, pour éviter d'être, quelque part on pourrait dire, éjectées, d'être exclues, d'être discriminées dans toutes les sphères de la société, pour éviter de payer un prix pour vivre visiblement son identité ou ses identités de femmes qui aiment les femmes. On entre d'ailleurs dans un jeu d'identité. Dans un jeu d'identité, j'ai envie de dire, morcelé. On vit caché son identité sexuelle ou dans un entourage protégé, et au grand jour, on s'intègre, on essaie du moins de s'intégrer dans l'universel hétérosexuel, dans ce qu'on pourrait dire l'hétérosocialité. Par exemple, dans le langage, on dit aux collègues de travail « mon ami » pour parler de sa compagne. On a à peine à se nommer. Des femmes, et pas un cas isolé, des femmes m'ont dit « je ne dis pas que je suis comme ça ». Alors, pour les aider, je leur dis « mais c'est-à-dire, tu es comment ?» Comme toi. C'est quand même, vous voyez, il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute l'énergie que cela demande, des souffrances mentales, et nous avons notre camarade d'SOS Homophobie qui vient d'en parler.
Alors, bien évidemment, tout n'est pas noir. Hein. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une période d'évolution de la visibilité lesbienne. C'est vrai que SOS Homophobie a fait une étude qui est très importante. Parce que lorsque, par exemple, on est militante et que on rencontre des institutions, on rencontre des politiques, ici en France, il faut donner des chiffres, il faut avoir des statistiques. Hein. Et comme on l'a vu dans la première table, on n'a pas beaucoup de choses à ce niveau-là. Je dois dire que quand même, l'enquête de SOS Homophobie sur la lesbophobie nous aide beaucoup à parler de cette visibilité. Alors bon, je parle en tant que militante de terrain, ce sont des choses que je vois, ce sont des choses que j'entends, et ce sont des choses qui sont encore très courantes. Alors, par ailleurs, le deuxième volet de la question est quelle différence il y a entre les hommes et les femmes. Alors, écoutez, je vais enfoncer une porte ouverte, excusez-moi, mais c'est comme ça. Les lesbiennes sont des femmes, les gays sont des hommes. Hein. Alors évidemment, je me positionne au-delà des discours de déconstruction de genre, etc. Mais avec tout cela, ce que cela comporte, à savoir que les lesbiennes cumulent des discriminations liées au fait d'être femmes et liées à celui de leur orientation sexuelle. Mais puisque mon intervention était sur la visibilité, revenons à la différence de visibilité. Si certains gays sont invisibles, on ne peut pas le nier, surtout dans certains domaines, comme on peut le dire dans le travail, hein, c'est vrai que c'est une grande question, on peut quand même reconnaître qu'ils sont plus visibles que les lesbiennes. Allez dans le Marais, vous en aurez la preuve. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce propos? On pense, nous, que c'est un petit peu une expression, c'est culturel en fait, c'est un petit peu une expression de ce fameux dedans, dehors. Hein, c'est culturel. Les petits garçons gays ont bénéficié dans leur éducation d'espaces de liberté dont n'ont pas bénéficié les petites filles. Hein. Puis adultes, c'est comme cela, ils bénéficient quand même du privilège d'être hommes. Un exemple, on en parlait tout à l'heure, le pouvoir économique. Regardez la précarité. Bon, évidemment, il y a des hommes qui sont dans la précarité, il y a des gays qui sont dans la précarité, on ne peut pas le nier. Mais si on regarde les chiffres, il est clair que, par exemple, sur 100% de précaires, 80%, voire plus, de ces précaires sont des femmes. Et bien entendu, parmi ces 80%, des femmes lesbiennes. Alors, ce que j'ai envie de dire en conclusion à mon intervention, c'est que la réelle égalité entre les hétérosexuels, les homosexuels, enfin entre toutes les personnes de la société, ne sera pas effective tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas réalisée. On intervient énormément avec des jeunes, on rencontre 150 000 jeunes par an. 120 000 dans les établissements scolaires. Quand je dis établissements scolaires, c'est tout lieu, hein, lycée, collège, CFA, et puis une trentaine de mille dans ce qu'on appelle les plateformes de remobilisation, tout ce qui est les missions locales, et aussi au Cybercrips, qui est un espace d'accueil pour les jeunes de 13 à 25 ans, sans rendez-vous, sans prétexte. C'est ouvert et ça utilise des nouvelles technologies pour, je dirais, faire qu'ils viennent. Il y en a 17 000 qui viennent par an. Donc, dans un lieu où, théoriquement, on parle de prévention, donc on aurait tendance à le fuir. Le contexte, la manière dont c'est fait qu'il y a 17 000 jeunes qui viennent. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pour moi, les principales manifestations de l'homophobie, c'est agression verbale, insulte, rejet, mise à l'écart, non-reconnaissance sociale identitaire, agression physique. Anne Yvelter le rappelait, dans l'étude enquête presse gay, 31% des répondants déclaré avoir été victime d'actes homophobes au cours des 12 derniers mois. C'est quand même énorme. Pour ces actes, 61% étaient des injures. Et on voit que d'ailleurs les actes homophobes sont en croissance, en tout cas en termes de déclaration. 27% en 1997, 33% en 2004. On a un peu évoqué les lieux de discrimination et de rejet. Et effectivement, ce qui nous est, nous, rapporté en premier lieu, c'est la famille. C'est des adolescents, ça se comprend d'autant mieux, qu'ils sont en train de découvrir leur orientation, découvrir peut-être aussi leur questionnement sur l'identité de genre. Et très vite, ils s'interrogent sur comment les proches, les parents, vont comprendre
et comment ils vont réagir face à cette orientation ou à cette identité de genre qui les préoccupe. Ce sont donc les personnes les plus proches dont ils ont le plus la crainte du jugement. Les enquêtes montrent qu'une large majorité de parents ont appris l'homosexualité de leur enfant, ont eu prime abord une réaction négative qui se coupe pour certains des parents par un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est de ma faute. Malgré cela, et Annie Welter l'expliquait tout à l'heure, les répondants toujours de l'enquête Presse Gay témoignent que depuis 20 ans, le sentiment d'acceptation de l'entourage proche s'est amélioré. Pour prendre juste l'acceptation, de 1985 à 2004, pour le père, c'est passé de 15 à 56%. Donc on voit vraiment une évolution très forte. La chose, pour les mères, c'est resté, hein, c'était cet ordre-là. Donc ça n'a pas évolué. Et on voit aussi, on a parlé aussi des collègues de travail. Et là, on voit qu'il y a aussi une augmentation de la tolérance, puisque c'est passé de 35% à 63%. Ainsi, la majorité des jeunes homosexuels maintiennent leur entourage, pour ces raisons, hein, dans une ignorance de leurs préférences sexuelles ou de leur questionnement de genre, et continuent à vivre un sentiment de se sentir étrangers chez eux. Ça, c'est le premier lieu, le premier cercle. Le deuxième cercle dont il nous parle, c'est effectivement l'école, où il semblerait y avoir une tolérance de principe à l'égard de l'homosexualité chez les jeunes. En fait, il reste toujours, Nathalie Bajos le rappelait tout à l'heure, et l'enquête qu'elle a menée dans le cadre du CSF l'indiquait bien, que dès qu'on creuse un peu, cette acceptation diminue, en particulier sur ce qui a trait à l'homoparentalité ou la filiation. C'est-à-dire quand vous posez aux jeunes si ils imaginent qu'ils puissent avoir un enfant homosexuel, c'est beaucoup moins facile que d'avoir un ami homosexuel. L'école est pour eux largement identifiée comme fortement homophobe et vécue comme un lieu de danger pour les jeunes qui découvrent leur homosexualité. Agression verbale, harcèlement. Les jeunes dont l'homosexualité n'est pas découverte par les pairs vivent dans la crainte de cette découverte et de vivre le même traitement que ceux identifiés comme homosexuels. Donc ça, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est cette volonté de, justement, si c'est possible, ne pas être reconnu. Il y a Michel Doré qui a identifié 4 profils de jeunes, hein, qui étaient le parfait identitaire, le parfait garçon, la parfaite fille, le caméléon, le PD de service ou la gouine de service, et le ou la rebelle. Et selon le rôle que l'on va prendre, les parcours vont être différents. Troisième niveau d'homophobie possible, la société dans son ensemble et toutes les conséquences que ça peut avoir dans leur vie sociale. Alors, l'image sociale négative de l'homosexualité évolue, ça c'est clair, mais la tolérance reste limitée. Il y a peut-être une plus grande tolérance chez les jeunes, comme on l'a évoqué à plusieurs fois, mais elle reste toujours faible, et lorsqu'on va un peu plus loin sur comme on disait, homoparentalité ou filiation, ça se dégrade. Dans la société met principalement en avant l'hétéronormativité, l'hétérosexualité et la domination homme-femme. Donc avec une certaine image de la virilité supérieure à l'image de la féminité. Le féminin reste toujours moins valorisé que le masculin. Ce que vous disiez tout à l'heure me paraît très, très éclairant. C'est le garçon qui s'effémine et le traître à son clan, la fille, l'esclave qui s'enfuit. Il y a peut-être là de la notion de rebelle et une plus grande aussi possibilité de s'y retrouver. Ces images autour de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transsexualité, sont questionnées par les jeunes homos, garçons ou filles, ou par les jeunes trans, car ils interrogent l'hétérocentrisme. Je vais peut-être arrêter là-dessus sur les lieux, les conséquences de l'homophobie. Alors, moi, je reprendrai une phrase de Serge Effez, qui travaille énormément sur ces thématiques, et qui dit « Ce qui ne peut se dire s'exprime par des actes ». Le premier sentiment que nous expriment les jeunes que nous rencontrons, c'est la solitude. Pas ou peu de modèles identificatoires positifs et valorisants, pas ou peu de lieux où la possibilité de parler de cette orientation, de ce questionnement de genre sont possibles, pas de pairs connus
concernés par cette thématique, et le manque de soutien. Fréquemment, la honte, la baisse d'estime de soi, l'isolement peuvent provoquer la peur d'aller à l'école, l'absence des espaces communautaires, d'autant plus que ces espaces peuvent être vécus comme possibles lieux d'agression directe ou lieux de stigmatisation possible. Les jeunes homosexuels, bisexuels ou en recherche d'identité de genre sont souvent empreints des angoisses constantes liées à leur identité. Il semblerait que ça s'accompagne d'une prise de conscience pour la personne de quelque chose de très dévalorisant le concernant. On parle de la mésestime de soi, qui peut le placer du côté de la maladie ou du côté indigne de la morale. Si on prend l'auto-image des personnes homosexuelles, c'était aussi Nathalie qui le disait tout à l'heure, un certain nombre d'entre elles continuent à dire que l'homosexualité, c'est pas normal. Donc, alors, l'ensemble de ces facteurs, mésestime de soi, honte, culpabilité, peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale et le comportement des jeunes homosexuels, bisexuels ou en recherche d'identité de genre. Les jeunes homo, bi ou en recherche d'identité de genre sont 2 fois plus nombreux que les jeunes hommes hétéros à souffrir de dépression et 4 à 7 fois plus, selon les études, à avoir fait une tentative de suicide. Toujours dans le contexte des sexualités en France 2006, les jeunes homo bi de 18 à 24 ans déclarent plus que les autres avoir été déprimés au cours des 12 derniers mois. 89,2% des filles et 57,1% des garçons homo, bi en recherche d'identité et contre 33,1% et 25,9% chez les hétérosexuels. Dans l'enquête Presse Gay 2004, 49% des répondants déclarent avoir fait une dépression au cours de leur vie et 16% dans les 16 derniers mois. Ce chiffre augmente à 26% pour les jeunes jusqu'à 24 ans. Donc, 27% déclarent avoir consommé des anxiolytiques et ou des antidépresseurs au cours des 12 derniers mois. Cela représente 6% des hommes en population générale. Voilà, alors ça, c'est des compétences en termes de santé mentale. Il y a aussi des compétences, des risques en termes de santé mentale. Il y a aussi des risques sexuels. Là aussi, je crois que c'est très important de voir que le parcours de la sexualité des jeunes homo-bi en recherche d'identité de genre ont des rapports sexuels généralement plus précoces, mais généralement plus précoces avec des personnes de l'autre sexe. Les relations homosexuelles sont plus tardives. Et là aussi, Nathalie en parlait tout à l'heure, les risques en termes de prévention par rapport aux IST ou au VIH sont peu pris en compte. Et si on prend chez les jeunes hommes par rapport à leur prise sexuelle, juste un chiffre, hommes et femmes d'ailleurs, seulement 1% des femmes et 0,5% des hommes ayant eu des rapports sexuels n'ont eu au cours de leur vie que des rapports sexuels avec des partenaires du même sexe. Donc on voit bien effectivement là l'intérêt d'avoir un autre discours que homo, hétéro, mais de travailler sur des identités plus complexes et des parcours de vie qui peuvent traverser les différents types de relations. Peut-être un dernier chiffre par rapport au risque sexuel, c'est toujours dans le contexte sexualité en France 2006, où on y apprend que 45,4% des femmes homo-bisexuelles ont subi des rapports sexuels contraints, contre 14,9% des femmes hétérosexuelles. Pour les garçons, 23% des garçons homo-bisexuels ont subi des rapports sexuels contraints, contre 3,9% des garçons hétérosexuels. Donc on voit l'extrême vulnérabilité et les conséquences que la discrimination et le rejet peuvent avoir tant en termes de santé mentale, mais aussi en termes de risques sexuels et de risques physiques. De façon récurrente que les conséquences de ces discriminations s'exercent à la fois dans le champ du travail, mais également et de façon assez prépondérante
dans le champ de l'affect, dans le champ du psychologique, et qui a des conséquences particulièrement néfastes sur la personne, notamment ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'infériorité. Et ça, c'est à constater, et je pense qu'il y a des mesures qui devraient être prises à l'issue de ça, parce que, comme nous faisait remarquer tout à l'heure Caroline Mécari, le champ légal a été en quelque sorte balisé en France, mais cela étant, cela ne signifie pas que les personnes ont la possibilité de trouver un épanouissement, même si la loi, théoriquement, leur permet. Les moyens vous paraissent efficaces pour lutter contre ces discriminations. Pour nous, le premier axe de travail, axe sur lequel nous travaillons encore, a été que pour rendre visibles les discriminations et aussi les violences que vivent les lesbiennes, il fallait les nommer, c'est-à-dire les nommer pour leur donner une existence sociale. Ce qui n'est pas nommé n'a pas d'existence sociale, existe mais n'a pas d'existence sociale. Alors, c'est ainsi, enfin, je vais appuyer un petit peu en expliquant ce que nous avons fait à ce propos et qui continue à être objet de notre lutte. C'est ainsi que l'actualité a fait qu'en 99, nous avons été très très révoltés par un fait d'actualité qui s'est passé. Peut-être que vous vous en souvenez, il y avait eu une manif réac où on criait « les PD au bûcher ». Bon, à la suite de ça, il y a eu un lever de bouclier, des collectifs d'associations, des partis politiques, ont réagi et ont rédigé des propositions de loi. Bon, c'était super, il fallait en effet réagir. Mais sauf que toutes ces propositions de loi, absolument toutes, dans leur exposé des motifs, vous savez, comme moi, l'exposé des motifs, c'est où on dit pourquoi on fait la loi, c'est où on documente, toutes ne citaient que des violences, enfin reprenaient les PD au bûcher, et ne citaient que des violences faites aux gays. Alors que nous, parallèlement, à ce moment-là, nous étions en train d'accompagner une jeune femme qui avait vécu un viol collectif en raison de son homosexualité. Nous étions en train d'accompagner deux couples qui étaient injuriés, qui avaient dû déménager, qui avaient été battus par leurs parents en raison de leur homosexualité. Alors, ça a été une façon pour nous, on a dit c'est plus possible, il faut faire quelque chose pour qu'on prenne en compte les lesbiennes. Donc, premier axe, nous avons nommé pour donner une existence sociale. Deuxième axe, toujours avec la même expérience, nous avons compris qu'il fallait faire porter cette visibilité, qu'il fallait faire porter ces revendications. Alors, nous pensons qu'il faut travailler, qu'il faut tisser des partenariats les plus larges possibles, qu'il faut se faire porter par le mouvement des femmes, évidemment, c'est la logique, mais aussi par toute instance militante politique avec qui, bien sûr, nous avons des points de convergence. Autrement dit, il faut travailler dans une dimension collective la plus large possible. C'est ce que nous avons fait. Et bien évidemment, ça a eu des répercussions, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a vu d'autres propositions de loi émaner qui dénonçaient l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Alors par ailleurs, alors là je vais peut-être faire hurler des personnes, nous pensons aussi qu'il ne faut pas craindre de s'inscrire en contre-courant des universels. Parce que pour nous aussi, parler de lesbophobie, parce que ça, qu'est-ce que je l'ai entendu dans mes rendez-vous avec certains pouvoirs publics que j'ai rencontrés. Pour nous ne pouvions plus accepter d'être inscrites dans cet universalisme, c'est-à-dire l'universel d'homophobie, l'universel gay, qui en fait nous noyait. Aller dans la rue, parler d'homophobie,
on va vous répondre gay. Hein. Alors évidemment, c'est une démarche difficile. Moi, il m'est arrivé où on m'a fait des leçons de vocabulaire, comme si j'étais une ignorante, c'est-à-dire homo, ça veut dire le même, etc., etc. Bon, alors ceci dit, rendre visible une spécificité, pour nous, ce n'est jamais qu'une étape. Hein. Pour nous, nous espérons bien qu'un jour, on parlera que l'homosexualité sera bien globalisée dans l'ensemble des sexualités et qu'on n'aura plus besoin de dire les homosexuels, les hétérosexuels, etc. Alors maintenant, pour voir d'autres axes d'action que nous pensons importants, à un moment, à la coordination lesbienne, on s'est dit, c'est plus possible. On va œuvrer pour créer un délit. Alors ça va encore faire hurler là. Hein. On va œuvrer pour créer un délit d'occultation médiatique. Hein. Parce que si vous saviez, maintenant on commence quand il y a cette marche des fiertés où nous sommes des milliers dans la rue, on commence à nous interviewer, mais si vous saviez le travail de harcèlement des médias, ce que cela a demandé, et il ne faut pas, comment dirais-je, négliger ce paramètre des médias. Et là aussi, nous sommes encore en grande évolution, puisque récemment, depuis un moment, on voit apparaître des articles sur la lesbophobie. On voit apparaître. C'est favoriser la reconnaissance sociale. Dans ce cadre-là, je pense qu'il faut développer des espaces de parole dès la toute petite enfance sur les rapports de genre et l'orientation sexuelle. Je dis toute petite enfance parce que nous travaillons, comme je vous le disais tout à l'heure, collège et lycée, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à questionner les représentations de genre, le féminin, le masculin, beaucoup plus tôt dès la maternelle. C'est créer des espaces d'écoute, des espaces d'expression sur les problèmes en lien avec le genre et l'orientation sexuelle. Là, je pense à aujourd'hui des espaces. Nous, on a, avec Clotilde qui est là et Kamel, Clotilde Gelon et Kamel Brie, que nous avions fait un espace qui s'appelle Biguet, un espace qui s'appelle Elle, une série qui s'appelle Rue des genres. Je pense que c'est important de pouvoir permettre que des échanges puissent se faire et Internet peut le permettre des fois même très à distance. 3, c'est créer des lieux où, à l'adolescence, on puisse vivre son orientation, son questionnement de genre, on puisse rencontrer des personnes dans la même situation, de manière à justement briser cet isolement, ces sentiments d'anormalité ou de solitude. 4, besoin de favoriser la reconnaissance de la réalité homo, bi, transgenre dans l'histoire, la société. Favoriser la présence de modèles positifs de ces différentes possibilités de vivre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour moi, ce serait contrecarrer les stigmatisations. Et on en a beaucoup parlé tout à l'heure et je pense que c'est vraiment essentiel, c'est l'égalité des droits. Les jeunes homo bi ou en recherche en questionnement d'identité de genre ont besoin d'être protégés par la loi contre les discriminations. On doit favoriser le mariage, l'adoption, la possibilité d'une identité sexuelle pour les transgenres. Il n'y a que dans l'accession à une citoyenneté entière et complète que l'on pourra favoriser la vie avec un choix personnel, et en particulier à l'adolescence. Savoir qu'on sera protégé est une manière de pouvoir aussi vivre plus sereinement, se projeter plus sereinement dans la vie. L'accompagnement des victimes, ça passe peut-être par aussi un suivi des agressions. Alors, vous le savez, il y a certaines agressions qui, quand elles ont une motivation donc liée à l'orientation sexuelle réelle ou supposée, entraînent une aggravation possible de la peine. Hein. Mais c'est pas suivi, en fait. Il n'y a pas de suivi statistique dans l'enregistrement des plaintes qui comprennent l'aggravation pour motif lié à l'orientation sexuelle. Donc il y aurait peut-être déjà à essayer de suivre, puisque là on parle de est-ce que ça augmente, est-ce que ça augmente pas, mais déjà de comptabiliser en fait les agressions où il y a une dimension qui entraîne l'aggravation pour
parce que c'est lié à l'orientation sexuelle. Donc, accompagnement des victimes, donc les associations, oui, former les syndicats, oui. C'est-à-dire dans le monde du travail, il y a des problèmes de discrimination, des problèmes de harcèlement liés à l'homosexualité. Il y a besoin, en fait, alors par des associations, mais ça peut être les syndicats eux-mêmes qui mettent l'accent. Certains syndicats ont des cellules dans le champ LGBT pour lutter contre les discriminations, c'est renforcer l'accompagnement des femmes, des hommes victimes de discrimination dans le travail. Au prud'homme, mais avant aussi, avant qu'elles sortent de l'entreprise. C'est-à-dire pouvoir les aider à ce moment. Je ne reviens pas sur les adolescents. Pour nous, c'est aussi une grosse préoccupation donc, sur la ligne. En matière de prévention, donc SOS Homophobie et d'autres associations, on intervient en ce qu'on appelle des interventions en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on va parler. Alors effectivement, on est aujourd'hui limité au collège et au lycée. On ne touche pas de public plus jeune et il faudrait sûrement commencer à en parler au plus jeune âge, en fait. C'est de pouvoir aller parler dans les classes. Qu'est-ce que c'est la discrimination liée à l'orientation sexuelle? C'est quoi être lesbienne? C'est quoi être gay? Et qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans, en fait? C'est d'aller en parler. L'IA, donc l'école, l'école, donc c'est... La prévention, elle va servir à ceux qui pourraient être lesbiennes et gays à l'école. Elle va servir aussi aux autres, à comprendre ce qui se passe et pourquoi finalement ils sont excluants. Parce qu'une des choses qui nous alerte dans les agressions, c'est que beaucoup sont des jeunes dans les agresseurs. Jeunes garçons, sur les agressions verbales, il peut y avoir aussi des filles, mais jeunes. Donc la prévention à l'école, c'est aussi pour éviter le développement de la fabrication d'agresseurs pour motifs liés à leur orientation sexuelle. Sur les formations pour adultes, je pense qu'il y a aussi des choses à faire sur la formation donc, des adultes en contact, par exemple dans les UFM, sur c'est quoi éduquer à la non-discrimination, c'est quoi éduquer à l'acceptation des différentes sexualités. Il y a aussi, en fait, on l'a souligné dans le débat tout à l'heure, quand on est victime d'une discrimination, par exemple, au logement, quand on est victime de ses voisins qui vous agressent continuellement, qui vous rendent votre vie impossible, si vous êtes dans un logement social et que vous ne pouvez pas en partir comme ça, et que pour retrouver un autre logement, ça va être très très compliqué, il y a besoin aussi de sensibiliser les bailleurs sociaux, de sensibiliser aussi les maires qui interviennent dans ce domaine pour faciliter, quand c'est la seule solution, le changement de logement. Et la dimension économique dans les discriminations, elle est très importante en prenant en compte. Si vous êtes dans une situation où c'est difficile de retrouver un travail, que vous avez une femme, un homme, un trans, et que vous le perdez parce qu'on n'aime pas votre orientation sexuelle ou on n'aime pas votre orientation de genre, eh bien ça va être encore plus difficile à le trouver. Et la dimension économique est importante. Et donc là, il faut essayer de remettre aussi, d'aider les personnes qui ne pourront pas changer de logement, par exemple, toute seule, ou se défendre toute seule dans le travail. L'égalité des droits, j'y reviens pas. Nous, on a sur la ligne des gens qui nous appellent en nous disant, oui, je ne sais pas si moi j'ai envie de me marier, mais en fait, le fait que le mariage soit pas ouvert, ça peut participer, que les gens trouvent bizarre en fait, qu'on soit des gens bizarres et qu'on soit pas comme eux en fait. Voilà. Donc sans forcément avoir pour eux-mêmes une demande d'égalité, ça fait partie d'afficher une égalité de tous et de toutes dans le domaine. Caroline Mécari le disait, c'est très difficile de faire entrer le droit dans ces domaines-là. Mais il y a des familles qui sont dangereuses pour les jeunes homosexuels et les jeunes homosexuels. Donc comment les aider, quelle information leur donner sur leur recours quand c'est leur famille qui les frappe, par exemple, quand leur famille a appris que cette jeune fille était lesbienne ou ce jeune garçon était gay, de les aider à avoir des lieux de refuge. Alors il y a une association qui s'appelle Refuge qui s'adresse aux majeurs, mais qui est donc il faut être majeur. Donc voilà, comment on aide aussi les jeunes mineurs qui sont dans des situations très compliquées en fait de rejet dans leur famille. Sur l'égalité des droits, là aussi, attention aussi la situation des migrantes et des migrants. Aujourd'hui en France, c'est très compliqué. Et on peut avoir, nous, des appels de personnes qui sont en situation d'être expulsées et dont on sait que le retour, en fait, dans leur pays va être une source de violence, en fait, et de violence de l'entourage, mais aussi violence plus sociale et parfois même policière. Au travers des 3 interventions, il se dégage quand même quelque chose de très important, c'est avant tout l'éducation, qu'elle soit l'éducation que les enfants reçoivent dans les collèges et lycées, ou plus tard dans les universités, mais également l'éducation des adultes, l'éducation des personnes qui sont responsables syndicales,
l'importance d'informer également les bailleurs sociaux, les maires, etc. Donc l'éducation également dans les familles. Hein. Donc tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte de façon prégnante. Autre piste pour lutter contre ces discriminations, on a vu aussi l'importance de nommer les violences et de nommer les violences quand il s'agit de violences lesbophobes. Donc aider les personnes à formuler les violences qu'elles ont malheureusement reçues. Une autre dimension qui me semble très importante aussi, c'est l'égalité des droits. Sans égalité des droits, comme on l'a dit et redit, jamais les personnes ne pourront être considérées comme étant égales. Donc égalité aux droits veut dire égalité, accès aux mêmes droits, qu'il s'agisse d'une union ou d'un mariage, qu'on l'appelle comme on voudra, mais que les droits soient identiques, qu'il s'agisse d'une personne hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, lesbienne, etc. Voilà. La dimension économique est très importante à prendre en compte, on l'a vu. Et donc, je vais m'arrêter là pour ces moyens, ce panel de moyens qui nous a été proposé, en retenant une chose aussi importante, c'est qu'il faut rendre visible rendre les lesbiennes visibles dans notre société, car c'est un des points majeurs, me semble-t-il, actuellement. Et comme disait le proposé Jocelyne, ne pas hésiter à être à contre-courant des universalistes, ne pas parler d'homosexualité, mais de bien parler des choses et de leur donner un nom pour que les gens sachent de quoi l'on parle. Et selon vous, la spécificité du contexte français? Certaines visibilités médiatiques de personnalités ayant exprimé leur homosexualité, on l'a évoqué tout à l'heure, en politique, Bertrand Delanoë, Ayagon, Carucci, Mitterrand, Frédéric. En sport, Amélie Mauresmo. Malgré qu'il y a peu en France d'actrices, d'acteurs, de chanteuses ou de chanteurs qui ont ouvertement parlé de leur homosexualité, de leur orientation, je dirais plutôt, sexuelle ou de leur identité de genre. Même certaines refusant toute et réfutant toute identité de genre modifiée. Par ailleurs, les personnes d'orientation sexuelle, homo, bi, ou même les transgenres sont souvent représentés maintenant dans des séries télé, voire sont très présents dans les téléréalités. Souvent d'ailleurs caricaturés, c'est vraiment c'est le problème. Donc il y a d'un côté cette visibilité assez importante dans les médias, dans la vie sociale, qui pourrait faire croire que de vivre une orientation sexuelle différente est plus facile. Et puis il y a la réalité de tous les jours. Il y a un article aujourd'hui dans Libération d'un garçon homosexuel du 93 qui témoigne de toute la difficulté. Et je dirais que c'est peut-être le paradoxe, il est là d'ailleurs aussi, c'est que ce qui est représenté, c'est ce qui va bien, c'est ce qui est naturel, comme disait tout à l'heure Jean-Yves Le Tallec. Et du coup, pour ceux qui vivent des situations de discrimination, des situations de rejet, voire ceux qui eux-mêmes vivent difficilement leur orientation ou leur questionnement de genre, c'est encore plus compliqué. Parce que, en fait, les autres, ils y arrivent facilement. Et pourquoi moi, j'ai tant de mal à m'accepter comme je suis et à vivre comme je suis, et que j'ai autant de mal à en parler autour de moi, mes parents, à mes amis et autres. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est celui où, en termes de loi, la France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est une longue tradition républicaine. Et par rapport aux droits des homosexuels, bisexuels ou transgenres, on voit que nous sommes au milieu du gué. C'est-à-dire, on a, avec beaucoup de difficultés, réussi à faire que le Pacs existe, mais nous l'évoquions tout à l'heure, l'accès à une égalité de droits, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, nous n'y sommes pas encore parvenus. Alors que très étonnamment, un pays comme l'Espagne qui sort de 50 ans, qui sortait de 50 ans de fascisme, a réussi en peu de temps à faire que des lois existent sur ces deux domaines. Donc
très, je dirais, mitigé et souvent français. C'est le paradoxe. Je me retrouve bien dans l'idée du paradoxe, effectivement. On a la HALDE, par exemple, qui fait plein de bonnes choses, et puis on n'a pas l'égalité des droits. Bon. On a parlé déjà du mariage, on a parlé de la parentalité, on n'a pas, effectivement, l'exemple espagnol est intéressant aussi pour les trans. Enfin, on n'a pas le même arsenal légal pour aider les personnes trans donc en France. Donc il y a un paradoxe, effectivement, avec la HALDE, et puis le manque d'égalité des droits. Moi, je l'identifie vraiment comme pour ceux qui sont victimes. Bon, les personnes qui nous appellent, ils parlent de ce paradoxe. Ils disent mais pourquoi la Belgique, pourquoi l'Espagne et pourquoi pas la France. Bon, peut-être que pour mes parents, ce serait différent. Si on était comme... alors je ne sais pas, après s'ils ont raison, je ne sais pas si, une fois que ces dispositifs seront ouverts aux lesbiennes, aux gays et le changement d'état civil facilité pour les trans, je ne sais pas si réellement ça changera tout. Mais pour les personnes qui nous appellent, c'est mis en avant. Mais si ça existait, peut-être pour mes collègues de bureau, peut-être pour ma famille, peut-être ça serait différent et je serais perçue différemment. Alors, nous, on avait pris position sur le don du sang aussi. C'est aussi un paradoxe en France. Enfin, le fait que c'est des populations à risque et pas des pratiques à risque qui sont exclues du don du sang. Et nous, on a des appels sur la ligne où des gays, des jeunes gays aussi, qui appellent en disant, voilà, moi je suis exclu, je sens ça très violemment en fait, exclu du don du sang. On me demande pas quel type de pratique j'ai, mais le fait que j'ai coché la case que j'étais homosexuel va m'exclure du don du sang. Et ça aussi, c'est vécu comme un énorme paradoxe dans la pratique. Et alors sur ce qui est comparaison plus internationale, donc là aujourd'hui notre ligne elle est française, donc on fera peut-être quelque chose. En fait, on a impulsé un réseau d'associations donc en Europe qui travaillent à l'aide des victimes donc de violences et de discrimination LGBT. Et donc ça a commencé en fin d'année dernière et donc au fur et à mesure on fera peut-être des publications donc qui compareront nos pratiques, compareront les résultats des différentes lignes en Europe. Il y a une spécificité du contexte français. Pour cela, il m'aurait fallu une cartographie infiniment précise de ce qui se passe ailleurs. Alors je suis une militante de terrain, je suppose que les chercheuses et les chercheurs pourraient répondre facilement à cette question. Mais moi, je suis une militante de terrain et je me suis dit, mais quelle est la particularité qui m'entrave dans mon militantisme? Alors, vous allez dire que je suis têtue, mais pour moi, c'est cet universalisme qui est un leurre, quelque part. C'est en fait cet universalisme qui ne fait quelque part que comment dirais-je, qui est, comment dirais-je, complice du machiste. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Regardez, par exemple, en France, dès qu'on veut pointer une discrimination, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes communautariste. Bon. Alors moi, je sais pas. Moi, quand je parle de lesbophobie, je trouve pas que c'est un repli sur soi. Je trouve qu'au contraire, c'est se déployer pour réaliser un universalisme qui soit réel. Alors c'est vrai qu'il y a des paradoxes pas possibles en France. Bon, là je vais parler des femmes en général, des violences faites aux femmes. Par exemple, on a vu en 2006 voter la loi Courteau, loi contre les violences conjugales. Qu'est-ce qu'on voit dans cette loi? On dit le conjoint victime, le conjoint pacsé. Mais sauf que, et ça, une de nos amies militantes qui est vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris et qui instruit des affaires de violence conjugale dit, mais en fait, le conjoint qui vit des violences, c'est toujours la conjointe. Alors moi j'en ai assez un petit peu de ce paradoxe, parce que c'est un paradoxe. Mais il y a un autre paradoxe, c'est que malgré cet universalisme, doucement, très lentement mais doucement, on arrive quand même à imposer, et ça c'est en France seulement qu'on a mis un nom sur les violences, et ça j'en suis certaine, c'est seulement en France que l'on a mis un nom sur les violences que vivent les lesbiennes, c'est-à-dire de parler de lesbophobie, et ça, doucement, on arrive à l'imposer. Alors ce qui prouve que quand même, qu'il y a des gens qui ont compris
la démarche et qu'il fallait aller à l'encontre des universalistes. Donner juste une touche d'espoir. L'Afrique du Sud, on parle du paradoxe, l'Afrique du Sud, pays dans lequel a sévi l'apartheid pendant des dizaines d'années, a inscrit dans sa constitution l'égalité des hommes, des femmes et des LGBT. Donc ça veut dire que les LGBT en Afrique du Sud peuvent se marier, ils ont les mêmes droits que les autres personnes. Donc on peut quand même garder l'espoir quand on voit un pays où sévissaient autant de mauvaises choses, adopter cela dans sa terre. Il y a eu des expériences de fait dans les écoles maternelles et qu'on propose dans les écoles maternelles des livres, contes de fées, avec le roi qui va épouser son prince charmant et la reine qui va également épouser sa princesse charmante. Donc c'est peut-être des exemples. Je travaille à l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes de la ville de Paris. Et à ce titre-là, je suis chef de projet sur les questions d'éducation à l'égalité filles-garçons, éducation à la sexualité, discrimination, racisme, sexisme, homophobie, etc. Alors, il y a deux remarques que je voulais faire. La première, c'est que malheureusement, tout ce qui a été dit sur l'éducation nationale est vrai, mais en même temps, il est vrai qu'il y a des circulaires à l'éducation nationale qui sont parfaites sur le plan du contenu, sur le plan, etc. Après, il y a le problème de l'application. Et là, on se heurte à une grosse difficulté qui est la même que quand on travaille sur l'éducation à l'égalité filles et garçons. Et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs que c'est les militantes qui ont fait les premières études sur la lesbophobie, les premières enquêtes sur qu'est-ce que c'est qu'être une lesbienne, etc. Et quand on fait le travail à l'éducation nationale, c'est pareil. C'est-à-dire que les premières à vouloir mener et appliquer la circulaire sont souvent les personnes motivées. Les personnes, qu'elles soient militantes ou concernées, c'est elles en premier. Et donc, il y a une grosse difficulté de fait à faire appliquer ce qui, logiquement, serait impeccable si c'était fait. Bon. Et pourquoi cette difficulté-là? Parce que ça, c'est vu comme une opinion personnelle. C'est-à-dire, moi, on me dit, je suis effectivement cataloguée féministe, lesbienne, etc. Donc, c'est normal que je défende ce type d'idée. Et c'est pas vu comme faisant partie du métier, comme faisant partie du bagage professionnel, que le professionnel, qu'il soit CP, qu'il soit enseignant, qu'il soit même ASE, ASEM, ou à tous les niveaux si on va les chercher, doit transmettre effectivement à l'élève. Et pourquoi? Parce que, bien que ça soit dans les lois, dès qu'on commence à parler d'égalité, dès qu'on commence à parler de lutte contre les discriminations, c'est comme si c'était l'opinion personnelle qu'on défendait. Surtout quand c'est effectivement des questions égalité filles-garçons, c'est vu féminisme. Homophobie, c'est vu comme militantisme, effectivement, un petit peu en faveur d'eux. Voilà. Alors là, il y a quand même quelque chose à réfléchir. La deuxième question, effectivement, c'est le manque de formation des enseignants et de tout le personnel encadrant les jeunes. Et c'est effectivement les parents d'élèves, dont on parlait plus tôt, qui sont effectivement qui sont pas négligeables sur cette question-là et auxquels on ne peut pas imposer des cours de formation à l'UFM, bien évidemment. Mais par contre, des rappels de la loi, c'est pas inutile. C'est plus que pas inutile, ça devrait être le boulot, effectivement, des professionnels. Et à ce niveau-là, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui a été abordé dans une autre partie du séminaire, je crois, le précédent. C'est le fait que les jeunes, en plus, baignent dans des médias qui, malheureusement, véhiculent un stéréotype sur c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon, qui sont vraiment hallucinants et à pleurer. Et même dans le monde des ados, qui est pas le pire des journaux, allez voir ce que c'est qu'être une fille, allez voir ce que c'est qu'être un garçon. C'est pas forcément effectivement être une lesbienne, un homo ou chercher son identité. Et quand vous regardez les séries télé, voilà. Donc il y a également tout ce travail-là à faire. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites au sein de l'éducation nationale, aussi peu que ce soit, c'est toujours ça. Et peut-être que ça va ouvrir un espace de liberté pour les jeunes qui entendent que ça soit SOS homophobie, ce que fait le CRIPS, ou ce que font une série d'assos ou d'enseignants. Qu'est-ce qu'on a fait à partir des questionnaires? Donc on demandait donc dans différents champs, enfin la vie quotidienne, la famille, l'accès à la santé, les témoignages des femmes, donc des questions fermées et puis aussi des possibilités de déposer des témoignages. On a eu des choses assez ahurissantes et on les a aussi sur la ligne d'écoute, l'accueil par les professionnels et les professionnels de santé, où une phrase qu'on avait mis en exergue, c'était par exemple, donc rencontre chez un gynécologue, puisque c'est bien que les femmes aillent chez le gynécologue, alors il faut que ça se passe bien. Bon, et première question du gynécologue, est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu récemment des rapports sexuels? Bon, j'ai pas eu de rapport avec des hommes. Réponse, mais avec quoi alors?
Voilà. Donc effectivement, ça va pas établir un rapport de confiance où on va parler tranquillement de sa vie sexuelle, de ses doutes sur sa santé, sur peut-être des problématiques de prévention ou de transmission d'IST. Voilà. C'est sûr qu'on a encore des témoignages de rejet de ce type ou de préjugés en fait très forts qui associent finalement la vie sexuelle des femmes. On parlait tout à l'heure de celles qui échappent finalement à une vision très hétéronormée, et finalement les personnes qui sortiraient de ce cadre-là ne se sentent pas à l'aise si le professionnel ou la professionnelle de santé ne fait pas le geste. On a eu des témoignages de professionnels femmes qui excluaient des femmes. On a eu des témoignages sur la ligne, par exemple, sur l'accompagnement de grossesse en fait de femmes ayant été inséminées à l'étranger qui veulent se faire suivre en France. Il y a aussi des femmes qui excluent, qui ont ces pratiques-là. Mais donc ça va pas établir un dialogue de confiance. Et donc dans l'étude, c'est une constante qui fait que il faut aller vers la sensibilisation donc des professionnels de santé sur les particularités de la vie sexuelle des lesbiennes, des modes il y a aussi des gynécologues qui ne savent pas répondre à des questions de contamination, de transmission de certaines IST. Donc il y a effectivement un gros boulot avec les plaquettes que vous avez fait d'ailleurs, qui peuvent aider à favoriser au moins un minimum de connaissances. Mais il y a des préjugés terribles. Alors nous, on invite les personnes à écrire à l'ordre des médecins, à rappeler, à commenter ce qui leur arrive. Mais c'est sûr que comment voulez-vous après y aller en plus tous les ans, c'est ce qui serait quand même quelque chose de sûr, il y en a une qui est en direction des femmes ayant des relations avec des femmes, il y en a une qui est en direction des gynécologues. Parce que c'est aussi intéressant de sensibiliser les gynécologues à l'accueil des femmes ayant des relations. L'invisibilité génère l'invisibilité. J'ai envie que ce soit un axe de ma réponse. Alors c'est un petit peu ce que j'ai expliqué. Ici, en France, pour une frange de la population, on ne peut pas imaginer qu'une femme soit indépendante sexuellement d'un homme. C'est-à-dire que la sexualité, toute femme, il faut qu'il y ait un attribut masculin. On ne peut pas s'imaginer qu'une femme soit indépendante sexuellement d'un homme. Donc, cette invisibilité, elle est complexe. Il y a une invisibilisation qui vient de la société, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de punition vers celles qui transgressent leur rôle qui leur est assigné parce qu'elles sont femmes. Et puis il y a une intériorisation de ces femmes, ce qu'on appelle, nous, ce que je disais tout à l'heure, la lesbophobie, intériorisée, qui elles-mêmes s'autocensurent, de plus qu'elles n'ont pas véritablement de référent autre que l'hétérosexualité, puisqu'il n'y a pas une grande visibilité lesbienne. C'est toujours le même problème de la domination masculine, c'est-à-dire que le masculin est plus valorisé. Effectivement, la transgression du masculin vers le féminin est plus réprouvée que ce que vous évoquiez du féminin vers le masculin, où c'est même plutôt Alors, la valorisé. proposition de loi cadre, je suis très contente qu'on me pose une question là-dessus, parce que ça va me permettre de vous expliquer comment les esprits sont formatés. Bien, donc cette proposition de loi cadre est donc déposée au Parlement, ce qui a donné lieu, Assemblée nationale et Sénat au Parlement, ce qui a donné lieu à une mission d'évaluation concernant les violences à l'encontre des femmes. Alors, il s'est passé quelque chose de très, très intéressant que j'ai vraiment envie de vous raconter, parce que ça va vous faire comprendre jusqu'où les lesbiennes sont invisibles. Dans cette proposition de loi, on en pense ce qu'on en pense. Moi, je suis une des rédactrices, c'est-à-dire que j'ai fortement insisté pour qu'on y prenne en compte la lesbophobie. Bien. Donc, qui dit mission d'évaluation, dit audition. Bon. Alors, Collectif national droit des femmes, qui est donc à l'origine de cette proposition de loi, est donc auditionné à l'Assemblée nationale. Nous sommes 4. Une qui présente le collectif, une qui dit pourquoi cette proposition de loi cadre, entre guillemets, une qui explique pourquoi, vous savez, il y a ce débat sur le tribunal spécifique, c'est pas spécifique le nom, mais le tribunal à l'encontre d'exception, oui, à l'encontre des violences faites aux femmes. Et puis moi,
qui était là pour parler de la lesbophobie. Bon, enfin du moins de la prise en compte de savoir ce que on allait faire, quelle prise en compte allait être faite par la mission d'évaluation de la lesbophobie. Bon, alors chacune intervient. Moi, j'interviens en dernier. Alors je vois, ça commence à s'agiter partout. Hein. Puis d'un seul coup, il y a un député qui me dit « Mais c'est discriminant pour les gays, ce que vous êtes en train de dire là. » Mais attendez la suite, attendez. Alors, Madame Danielle Bousquet, présidente de la commission, me dit « Mais Madame Fildard, vous n'avez rien à faire dans cette audition. » Alors nous, on comprend pas, on se regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors, on répond, alors ça, si vous aviez vu, ça criait de tous les sens. Moi, j'étais étonnée, c'était la première fois que la lesbophobie faisait réagir autant de députés autour de moi, enfin, la commission. Alors bon, c'était... Puis moi, je comprenais pas tellement non plus ce qu'on me racontait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis d'un seul coup, prise de conscience. Ces dames et ces messieurs, avaient imaginé qu'ils étaient dans une séance de travail concernant les violences intrafamiliales. Faut vous dire comment les esprits sont formatés. Hein? C'est un travail sur l'ensemble des violences. C'est un travail, la lesbophobie. Donc évidemment, moi j'avais rien à faire là-dedans. Hein. Alors évidemment, remarquez, c'est très gratifiant. Après, on est venu me faire des excuses. Hein. Je leur ai expliqué que les lesbiennes étaient des citoyennes à part entière et qu'il fallait les traiter comme telles. Mais ça montre un petit peu comment les esprits sont formatés. Bon, ceci dit, bon, alors donc il y a eu une publication. Alors dans cette publication, alors bon, donc comme ça fait tout ce clash, hein, la mission a dit, il faut qu'on retravaille là-dessus. Bon, alors moi j'avais vu des échos par Martine Billard, que vous connaissez probablement tous et toutes, pardon. Je l'avais rencontrée dans une manifestation, elle m'avait dit « Super, parce que ton intervention a fait qu'on va retravailler et qu'on va prendre en compte l'ensemble des violences. » Oh, moi j'étais contente. Enfin, on va voir lesbienne, lesbophobie dans un texte. Super. Hein. Parer le document, pas un mot. Bon, s'il y a mon audition, hein, elle est bon, mais pas un mot dans les 300 pages là. Hein, pas un mot concernant les lesbiennes. Bon, alors où nous en sommes actuellement, au Collectif National des Droits des Femmes, on est en train de travailler sur ce document. Puis après, on va continuer les rencontres. Et puis un petit peu dire, voilà, nous voudrions... Boson, je dirais que on parle beaucoup de l'éducation, finalement, hein, d'agir sur l'éducation. Et je pense que c'est toujours aussi un risque de trop accentuer là-dessus, en oubliant que il existe aussi le monde du travail, que ce monde du travail est structuré d'une certaine façon et que l'homophobie, si elle existe, c'est qu'elle a un intérêt du point de vue de certains acteurs dans le monde du travail. De même que le harcèlement sexuel ou le harcèlement sexiste a un intérêt pour certains. Ça crée un désavantage, par exemple, dans les promotions pour les femmes. Donc c'est intéressant pour ça d'avoir un harcèlement sexiste. Et je pense que l'homophobie, par exemple dans des grandes entreprises, ça existe aussi pour ces motifs-là. Ça crée une inégalité, ça crée des facteurs de stigmate à l'égard de certains. Et je crois qu'il ne faut pas donc oublier du tout ce niveau-là de travail et que les entreprises sont actrices de ça et qu'un certain type de management, par exemple, extrêmement compétitif, produit aussi assez automatiquement de l'homophobie. Et que si on veut faire de la prévention, eh bien, il faut en faire aussi dans les modes de management, même si, bon, il ne faut pas oublier l'éducation, mais l'éducation, ça m'a l'air très difficile. Hein. Si même les profs ne peuvent pas dire ce qu'ils sont, on peut imaginer à quel point ils vont pouvoir mener toute une information sur ces points-là, sur l'homophobie.